Muteki et Yokoso. Bien le bonjour à tous. Bienvenue à tous pour Muteki, une heure de son japonais. On a commencé avec une très jolie chanson, Parade de Yorushika, à la demande de notre invité ce matin. Bonjour Pauline Cazot. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh ben, merci à toi de venir justement nous parler de beaucoup de choses, parce qu'on discutait hors antenne autour des clichés du Japon, etc., etc. Bon, on a énormément de choses à se dire. C'est parti. Allons-y, c'est parti. Mais surtout, en fait, tu es venu depuis le Japon présenter, entre autres choses, présenter le livre Décoder le Japon que tu coécris avec Lisa Maronez. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est un livre dans lequel on va parler du Japon, mais sous quelle forme? Alors, on parlait hors antenne d'une vibe de copines qui discutent. Vous êtes toutes les deux... Alors non, je crois que Lisa, elle n'habite plus au Japon, mais toi, tu y habites encore au Japon, je crois. Eh bien non. Je suis rentrée récemment, on va y revenir. Récemment, d'accord, ok, ça c'est fait. Nous sommes toutes les deux en France, mais nous avons une trajectoire similaire dans le Kansai, proche de Osaka. Et moi, j'étais dans une préfecture pas très connue du Japon, qui s'appelle Mie. Mie, exactement. Et on a combiné nos deux expériences, effectivement, dans un livre. 45 articles, 2 ans de travail, avec des approches complémentaires. Et le fil rouge, c'est l'interculturalité, pour comprendre la société japonaise. Exactement, et en plus de ça, vous avez quelques pages qui sont disponibles éventuellement si vous voulez plonger dedans sur le site, alors on va le dire, le site de la FNAC, et dans lequel justement il y a cette partie sur l'interculturalité, sur la compréhension, et qui ne se limite pas simplement à prendre en considération. Alors je vais faire, ça va être le sujet, on pourra en discuter pendant 1 heure, mais ça n'est pas uniquement essayer de comprendre les codes, mais c'est aussi... il y a une histoire d'empathie, il y a une histoire de se mettre dans les chaussures. J'aime bien aussi le passage qu'on peut lire aussi, se mettre dans les chaussures de l'autre. Il y a des choses comme ça. En fait, c'est ce côté interculturalité, c'est souvent mal compris. On se dit entre culture, entre des cultures. Et en fait, ça suppose une déstabilisation. Ça suppose, on va être mal à un moment donné, on va être déstabilisé, on va avoir un choc culturel. Et c'est comment on réagit par rapport à ça. Et c'est ce choc qui est nécessaire pour qu'on comprenne mieux une culture. Donc Décoder le Japon, c'est le nom du livre. On va en parler, et on va aussi parler de cette fameuse préfecture de Mie. Je vais essayer d'appeler... Alors, on est évidemment sur Muteki, on a commencé avec Yorushika, on est avec... Alors, Damien au micro, bien évidemment, avec Elias à mes côtés, bien entendu. Et il n'y a pas que Damien, Elias et Pauline aujourd'hui. Normalement, il y a aussi Amélie. Mais alors, du coup, je suis en train d'essayer d'appeler notre correspondante, alors qui n'est plus au Japon, elle aussi. Amélie, est-ce que tu nous entends ? Ah non, oui, si, oh, attends, je vais monter le potard. Alors, on a un souci technique, mais on est en direct et c'est bien ça le souci parfois. Et là, est-ce que tu nous entends, Amélie? Normalement, le potard est monté. Oui, je vous entends, et je me disais qu'il y a un petit souci technique. Pour information, le lien direct pour Radio Canu ne marche plus. C'est plus le même. Radio Canu a changé son stream. On vous donnera, si vous le souhaitez dans ce cas-là, le nouveau lien du stream de Radio Canu, toujours dispo sur radiocanu.org, évidemment, le site officiel de la station. Avec plaisir. Voilà. Donc Amélie, pareil aussi. Alors du coup, on est entre personnes qui ont été au Japon mais qui n'y sont plus. Et Amélie, toi, tu es partie pendant 10 ans, 10 ans au Japon quasiment. Sur place, mais en comptant les voyages, oui, ça fait presque 10 ans, oui. Ouais. Et tu as été notre correspondante à Tokyo avec beaucoup d'interviews, beaucoup d'invités, beaucoup de rencontres extraordinaires. Et donc, on est avec Pauline Cazot ici à l'antenne et on va parler d'un autre Japon qui est celui de la préfecture de Mie. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot déjà pour commencer, Pauline? Mie, c'est pas que le circuit de Suzuka. On disait ça en antenne, ça te faisait rigoler. Mais oui, Mie, c'est au sud de Nagoya, c'est toi plus précisément c'était la ville de Toba, donc vraiment à la pointe de la baie qui mène ensuite à Nagoya. Alors explique-nous un peu. Et en fait, donc du coup c'est une préfecture qui est pas du tout connue. Donc le Japon c'est 47 préfectures. Et Mie, c'est une préfecture qui se trouve au centre du Japon, dans la région qu'on appelle le Kansai. Donc Kansai pour nous c'est Osaka, Kyoto, Nara, et à 2 heures par exemple d'Osaka, de Kyoto. Moi j'habitais à Toba, donc dans cette préfecture de Mie, qui est une préfecture très nature, très agricole en fait. Et du coup,
moi, effectivement, je recherchais être proche de la nature. J'étais dans une ville très tournée vers la mer. Et en fait, pour un peu d'histoire, c'est aussi Mie, une préfecture qui est assez... ils ont la fibre un peu commerçante de l'accueil. Parce qu'en fait, avant, les bateaux marchands, ils partaient de Osaka jusqu'à Edo, donc l'ancienne Tokyo. Et en fait, ils s'arrêtaient à Toba, donc dans cette préfecture de Mie, quand ils attendaient que les bateaux, il y ait des bonnes conditions en mer pour pouvoir repartir. Donc c'était souvent, ils faisaient une escale dans la préfecture. Donc il y avait un peu ce côté-là historique que j'aimais bien avec tout ce qui était maritime. Et Mie, qu'est-ce qu'il y a à voir à Mie ? C'est ce que j'allais justement enchaîner. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Mie ? On en avait parlé hors antenne, on s'était rencontrés à Japan Expo l'été dernier. Et tu m'avais effectivement fait tout le portrait robot de Mie. Alors je t'écoute. Alors Mie, il faut surtout pas y aller parce que c'est une trop belle région. Donc si vous y allez tous, ça va pas le faire. Lutter contre le surtourisme, ne venez pas à Mie. Ne venez pas à Mie, ça commence bien. Tu vois. Non, en fait, c'est une région, donc je dirais ceux qui aiment la nature japonaise. Par exemple, Toba, c'est la campagne. On est sur une toute petite ville de 17 000 habitants, mais il y a des îles. Il y a des habitants sur les îles, donc on peut y aller avec un ferry municipal sur ces îles. On peut faire des randos, des super randos. À Toba, c'est connu. Donc je parle d'abord de Toba, mais il y a d'autres choses à voir à Mie. Oui, voilà. Toba, c'est connu principalement pour deux choses. C'est l'endroit où a été découvert la perliculture. Donc comment on a obtenu une perle à l'intérieur d'une huître perlière. Donc c'est un entrepreneur, Mikimoto, qui est de Toba. Et c'est connu pour les plongeuses amas, donc des femmes qui pêchent en apnée des algues, des mollusques. Il n'y a pas que des femmes qui plongent, il y a aussi des hommes. En fait, c'est une culture beaucoup plus complexe, mais souvent les Français connaissent les plongeuses amas et ils veulent en savoir plus sur cette culture. Voilà, c'est les deux sujets d'intérêt souvent pour Toba. Mais Mie, pour vous donner une anecdote, ça on le sait pas, le créateur de Pokémon, il vient de Toba, par exemple. Voilà, ok. Et en fait, quand on regarde le jeu Pokémon, on se dit, toutes ces créatures, etc. On se dit, il a dû prendre son inspiration quand même dans un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup de nature, il y avait une envie de connaître le monde vivant, etc. Donc c'est ça aussi, Mie, c'est beaucoup de montagnes, de mer. Il y a la région, par exemple, d'Iga. Iga, c'est connu, notamment, les gens connaissent pour les ninjas. Tout à fait. Alors, parce qu'en fait, les ninjas, c'était des mercenaires, ils se cachaient dans les montagnes. Et en fait, c'est magnifique. Notamment, je recommande, si les gens connaissent un peu la zone, les 48 cascades d'Akame. Alors ça, c'est à la frontière de Mie. Alors je viens de voir sur Maps, là j'ai la carte. C'est à la frontière entre la préfecture de Mie et celle de Nara. C'est ça ? Tout à fait. Et en fait, même moi, j'entends parler parfois de Mie dans des lieux où je ne m'attendais même pas à le voir. Un ami récemment m'a montré, je suis pas très jeu, mais il m'a montré un super jeu qui se passe au Japon. Et à un moment donné, sur la carte, je vois Iga. Je fais, ah non, mais c'est super, vas-y, va là-bas. Et on retrouve les cascades d'Akame. Je me dis, mais c'est génial. Voilà, je le conseille à tout le monde. Si vous aimez un peu la rando, super endroit. Iga, en plus, là, on parlait de tourisme. Iga mise énormément sur les ninjas. Au point que même l'équipe de foot locale, les filles sont meilleures que les garçons d'ailleurs à Iga, au passage, je tiens à le préciser. Eh bien, les filles s'appellent les Kunoichi Football Club. C'est donc les ninjas au féminin, voilà, les assassins en quelque chose. Je sais pas comment dire ça, mais effectivement, on est sur des ninjas au féminin, et même donc ça imprègne la culture locale. On va peut-être enchaîner sur une petite musique, et on va continuer aussi justement à parler un petit peu de ça. Notamment, alors entre autres de cette préfecture de Mie, et aussi du livre Décoder le Japon et de ce qui t'a amené à parler de tout ça, voilà, et au passage aussi à retrouver sur ton site. Tu as toujours un site dans lequel il y a tes articles et il y a en quelque sorte ton récit de vie à Toba, justement. Tout à fait. Et comment tu t'es retrouvé aussi à aller à Toba. Mais bon, ça ce sera pour juste après. Amélie aussi, tu es avec nous toujours ?
Toujours, oui. Toujours, effectivement. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à nous interrompre. Tu es là, tu fais partie du studio maintenant désormais, puisque tu es en ligne. Voilà, exactement. On va enchaîner sur une toute nouvelle chanson qui vient de sortir d'une artiste qu'on aime beaucoup, Sheena Lingo. Donc la chanteuse, alors pour le coup si vous la connaissez sous ce nom-là, mais si vous connaissez aussi Tokyo Jihen ou Tokyo Incidents, c'est le groupe dont elle est de temps en temps la chanteuse. Elle réunit ses potes de temps en temps pour un projet en commun. Là c'est en solo, alors pas tout à fait en solo. Elle est avec Jun Miyake pour la composition. Jun Miyake qui est un compositeur de jazz et de musique de film, donc c'est du très très classe. Tellement classe que en plus de ça, la chanson qu'elle présente en ce moment, qui est en français phonétique, je précise, c'est une collaboration avec la maison Boucheron de Joaillerie. Donc carrément classe jusqu'au bout, dans une ambiance un petit peu de ce que nous avions eu nous en France avec les pubs de Dior par exemple, où la petite Miss se baladait dans une piscine. Oui, je me souviens. Dans l'eau dorée, etc. Quand j'étais petit, je faisais waouh, c'est joli. C'est joli. Ça brille. Bon remplacez la fille par une fille centaure et avec le visage de Sheena Lingo, et vous avez le clip de cette chanson là qui s'appelle Shiho. Donc trésor, a priori, ça doit être ça. Shiho, voilà. Et qui ont, comme d'habitude, avec uniquement des kanji. Sinon, c'est pas drôle avec Sheena Lingo. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et compagnie, et aussi sur Twitch, actuellement, Muteki Cannu. Plongeons dans le classe, tout simplement. Sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Alors qui es-tu? La réponse au bout me danse. Clarifions ça, je vous ai résolvant. Quelles sont vos qualités? Quels sont tous vos composants? Et puis j'observe et tu touches, tu t'explores. Mes doigts maladroits pourraient t'ébrasser, non? Bien sûr, ce n'est pas mon intention. Touchez-vous et nous voulez-vous tout est touché. Vous êtes pris au échec tout à fait. Influençant de transparence. Pour moi, tout est si dangereux. Je perds vaguement, que Dieu le veuille ou non, même si tu ne me vois pas, je t'en rentrerai en moi. Dieu n'a pas de voix, même si tu ne me dégaines, je te mets dans mon corps. Coup d'œil, tout le monde est charmé par ta présence. Pourquoi es-tu neuf mais où donc t'es pourquoi es-tu pris en échec, c'est étrange. Resplendissant de fermeté, tu restes pour éternité, c'est triste. C'est triste. Tu ne changes jamais. La solitude profonde et immense est avec toi. Tu traverses le temps à l'avenir en dominant, c'est autour de toi.
veux t'avoir pour moi, sachant que c'est impossible, car tu es un diamant. Il y a quelqu'un? Non, je peux pas être sauvé. Envoyez-moi un poste de radio. On est samedi. Il y a Muteki. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM. Hey, il y a plus de piles. Hey. Through the rose-colored lenses and the white picket fences, no matter how good this is, it could never satisfy. When it's you that I'm missing, now I sit in the kitchen. Through the window pane I watch the day turn to night. It ain't a mystery that every time you leave, that's when I feel the most alone. Don't you know that you're the one who makes this house a home? And so when you go, it feels so cold without the soul. You're the one who makes this house a home. Hidori no shikan mo taisetsu, dare ni mo dakyo sazu, watashi dake no oshiro wo kizuita. But it's you I was missing, kimi ni mainichi, tadaima to iwasete kudasai. Itte rashai, kimi ga inai, kono ie wa suki janai. Don't you know that you're the one who makes this house a home? And so when you go, 夏でも凍えちゃいそう。君のぬくもりが home. You're the one who makes this house a home. You're the one. It ain't a mystery that every time you leave, that's when I feel the most alone. Ooh. 当たり前になりそうな時、思い出してほしい。 Don't you know that you're the one who makes this house a home? And so when you go, it feels so cold without the soul. You're the one who makes this house a home. 目が覚めても君がいながらしないで、思って手に入れたって君がいながらハリボテ当然。 You're the one who makes this house a home. This house a home. Petite nouveauté métisse, si j'ose dire. Charlie Puth, je crois que ça se prononce comme ça. Et Utada Hikaru, Home. Donc jolie petite chanson qui vient de sortir et qui fait suite à une autre chanson qui venait de sortir. Et cette fois-ci, on était sur Shiina Lingo qui chantait en français. Si c'est pas classe, ça. La classe à la française. Mais justement, c'est un petit peu pareil pour notre invitée Pauline Cazot qui sort un livre avec Lisa
Maronnaise. J'avais peur de dire une bêtise sur Lisa son nom. Maronnaise, Je suis tout à désolé. fait. Voilà, bien ça, qui s'appelle c'est bien ça. Décoder le Japon. Et j'imagine que, vu du Japon, la France, il y a toujours cette espèce de couche de classe, même pour les gens de la préfecture de Mie, même hors Tokyo. J'imagine que la France a toujours un sex appeal assez prononcé, non ? Il y a une aura de la France qui est quand même assez magique au Japon, qui fait que les Français sont assez privilégiés, je dirais, parce qu'en tant qu'étranger au Japon, je pense qu'on peut avoir pas mal de différentes expériences. Ouais. Et les Français, effectivement, la France a bonne presse, et donc à chaque fois, il suffit de dire vous êtes Français, vous êtes Française. Chic, la classe. Est-ce que c'est plus facile quand on est Français, qu'on débarque au Japon, que pour d'autres nationalités ? Ou alors est-ce qu'on est tous... non je pense que c'est plus facile, effectivement. Il faut le voir... en fait, pour nous, c'est difficile peut-être au début de réaliser que pour nous, on représente l'exotisme, en fait. Si on est l'Europe ou un Américain, par exemple, on est très très loin du Japon. Et ça, pour les Japonais, c'est waouh, l'Europe. Alors que une personne en Asie, donc plus proche du Japon, coréen, Thaïlande, etc. Je pense que pour eux, ils n'ont pas la même expérience du tout, parce que pour les Japonais, ils vont dire on vient de la même région, donc voilà, on va pas du tout avoir les mêmes expériences, effectivement. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire qu'est-ce qui vous a amené, vous deux, à écrire ce livre, Décoder le Japon ? Alors, plusieurs choses, mais si je peux parler du but commun avec Lisa. Donc déjà, il faut savoir qu'on ne se connaissait pas. Ce n'est pas une amie. En fait... Alors que vous avez un parcours un peu similaire, notamment via l'INALCO, comme beaucoup de monde en réalité. Alors, oui et non. Lisa a fait l'INALCO, mais en même temps, c'est justement ce qui fait notre force. C'est-à-dire que Lisa a fait l'INALCO, elle a fait des études brillantes et elle a eu un parcours ensuite au Japon, à Osaka. Pour ma part, je n'ai jamais étudié le japonais à l'université, donc j'ai appris... sur le terrain, donc c'est pas forcément la meilleure technique, c'était un peu la bumpy road, mais du coup j'ai aussi cette confiance de dire aux gens vraiment apprendre le japonais, il n'y a pas une seule et une seule manière de le faire. C'est peut-être plus dur quand on le fait par soi-même, mais c'est possible et il faut s'accrocher et apprendre le japonais sur le terrain, c'est très enrichissant aussi. Et c'est ça que je défends aussi. C'est un article du livre en l'occurrence. Mais pour revenir au livre, en fait, c'est le livre un peu qu'on aurait aimé lire avant d'aller au Japon. D'accord, avant d'aller vous-même au Japon. Voilà, parce que dans la littérature, ce qui existe aujourd'hui, quand on veut parler de la société japonaise ou travailler avec des Japonais, on trouvait que les écrits étaient très académiques. Oui. Donc par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Ojigi. Le nom ne me parle pas. Tu connais peut-être, Amélie, le Ojigi ? Non, ça ne me dit rien. Non plus. C'est en fait les salutations à la japonaise, donc c'est la manière dont on s'incline en fonction de la situation. Et je trouve qu'il y a toujours des articles sur, il faut s'abaisser de 30% dans telle situation, de 50% dans telle situation. Alors que... sur place, en fait, ce qui se passe, c'est du bon sens. En fait, on rencontre les gens, on regarde, on voit qu'ils s'inclinent. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'incliner aussi. C'est du mimétisme. Donc, on en avait un peu marre de stresser les gens avec un certain carcan, une certaine complexité qui n'existait pas forcément. Un autre exemple, c'est par exemple les Meishikokan, c'est quand on échange les cartes d'affaires. Oui, c'est un peu codifié, mais bon, on se calme. Je veux dire, on peut échanger des cartes de visite sans vouloir le faire parfaitement. Voilà, donc pour les petits exemples. Donc oui, c'est un pays avec des êtres humains. Exactement. Pas que des machines. C'est exactement ça, la manière dont vous le présentez et dont je pense dont vous le parlez dans votre livre, c'est vraiment que le Japon, c'est pas des robots en fait qui sont à la séquence près, à l'acte près. Ça reste en fait des humains, donc il y a un code de communication commune entre chaque personne. Mais pour autant, c'est pas, il n'y a pas une règle et une équerre en fait pour chaque mouvement, chaque action et avec chaque mot bien précis. C'est très humain.
Et justement, je voulais aussi donner la parole peut-être à Amélie, parce que toi, tu as vécu aussi là-dedans pendant de nombreuses années, avec ce formalisme qu'on voit, nous, de l'extérieur. Amélie, j'imagine que c'est pareil aussi, c'est-à-dire que oui, Maishi Kokan, c'est bien beau tout ça, mais t'es pas obligé tout le temps de respecter les règles à la lettre, non ? Je dirais, alors en fait, je connaissais ce dont elle vient de parler, mais je ne me souvenais plus du terme. Donc oui, en effet. Je dirais que dans le cadre du travail, il faut respecter à la lettre. Dans le cadre du travail, c'est presque obligatoire. Sinon, ça peut être très compliqué, sauf si tu es étranger. On a un peu ce qu'on appelle la gaijin card, la carte de l'étranger qui parfois excuse nos comportements en mettant ça sur le fait qu'en tant qu'étranger, on ne connaît pas toutes les pratiques. Mais sinon, je pense que si c'est un japonais, par contre, et qu'il ne respecte pas tout à la lettre, dans le cadre du travail, c'est très compliqué de réussir à continuer de s'intégrer dans l'entreprise. Mais du coup, je réagis sur ce que disait Pauline. Dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose de... En fait, on part du principe que pour les Japonais, c'est naturel. C'est par du mimétisme social. On regarde les gens faire et on fait comme eux. Alors, il y a... Oui. Amélie a raison de dire que c'est codifié. Effectivement, on ne peut pas dire que c'est pas codifié. Et donc, il y a des formules, chodai itashimasu, quand on reçoit la carte. Voilà. Et donc, il y a en plus des notions de qui donne la carte en premier. Il faut la sortir rapidement. Donc, effectivement, si on veut complexifier les choses, on peut, et ça les Japonais aiment beaucoup, il y a un cahier des charges pour beaucoup de choses. Il y a un kata. Un peu. Oui. Et ça, les Japonais l'apprennent dans des livres business, pour faire des affaires, etc. On sait que l'échange des cartes de visite est très important. Mais comme a dit Amélie, c'est vrai que nous, en tant qu'étrangers, même moi, en travaillant, en étant assimilé fonctionnaire dans une mairie, voilà, si j'attendais une seconde de plus que le temps voulu pour donner ma carte, c'est bon, on va pas se stresser, ça passait très très bien. Voilà, c'est juste pour dire, il faut ne pas trop complexifier les choses, surtout quand on est étranger. Comme vous l'avez dit, les Japonais sont humains. Et après, il y a des choses, par contre, qu'il faut faire attention. Et Amélie l'a dit, quand on est au Japon et qu'on travaille avec des Japonais, par exemple, il faut avoir, tout simplement, déjà il faut avoir des cartes de visite. Oui. Parce que sinon on a l'air un peu d'un pingouin. En fait, sans sa carte de visite... Non mais sans sa carte de visite, en fait, c'est, je pense que je l'explique comme ça on l'explique comme ça, pardon, dans le livre. C'est dans le livre, oui. En fait, c'est comme si c'est notre carte d'identité sur la scène professionnelle. Donc, si on n'a pas de Maishi, on n'existe pas. On n'est pas dans l'arène, en fait. Et ça, c'est dommage. Donc, il faut avoir ces cartes. Et aussi, l'autre astuce que je conseille, c'est parce que souvent, je vois des gens on voit qu'ils ont vachement bossé, ils tendent la Maishi, tout est parfait. Et à la fin, ils terminent par « arigato ». Et là, je fais « oh non ». Ah non, c'est pas comme ça, mince. Oh. Et c'est juste non, c'est « arigato gozaimasu ». C'est tout bête, mais en fait, ils viennent de faire le truc tout parfait. Et à la fin, ils terminent par « oh, simer ». Ouais, et du coup, c'est pitié, non, évitez. Donc « arigato gozaimasu ». Quand c'est un premier échange avec une personne, c'est le niveau qui est attendu au minimum de politesse. Voilà. Okay. Donc, comment dire, moduler l'effort en quelque sorte en termes de représentation sociale, mais pas non plus trop en faire. Dernière question, alors petite question avant de peut-être passer sur un autre petit extrait. Qu'est-ce que vous... Alors là, c'est une question pour vous deux, Pauline. Mais d'abord Amélie, parce que je parle beaucoup. Et Amélie. Amélie, c'est à toi, je veux te donner l'antenne. Mais c'est une question pour vous deux, parce que vous avez toutes les deux vécu, travaillé au Japon, et avec en plus de ça, du côté formaliste, toi, Pauline dans une mairie, Amélie dans plusieurs entreprises, etc. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez, c'est un grand mot, mais qu'est-ce que vous pensez de ces vidéos qu'on appelle les do's and don'ts en quelque sorte, où on vous explique que ça se passe comme ça et pas autrement, etc. Cette espèce de mode d'emploi pour gaijin en mal d'exotisme japonais en quelque sorte. Est-ce que pour vous il faut lutter contre ça, ou est-ce que on s'en fiche quoi au final?
Je ne vois pas de quelle vidéo tu parles exactement. Les vidéos où on nous explique qu'il faut absolument faire comme ça et absolument ne pas faire comme ça, les do's and don'ts au Japon, et où il y a beaucoup de youtubeurs japonais, notamment de japonais anglophones, mais aussi francophones, on vous connaît, on les connaît, et qui nous disent non mais au Japon ça se passe absolument comme ça, alors que tu vas au Japon, tu travailles un petit peu et tu sais très bien que ça ne se passe absolument pas comme ça. Donc ces vidéos de mode d'emploi de la vie japonaise qui pullulent sur internet et dont on se fait généralement assommer, nous, en tant qu'émission de radio, en disant oh tu savais qu'au Japon faut pas faire comme ça, etc., etc. Tu vois un petit peu, Amélie, ce que c'est comme genre de vidéo? Oui. Bon. Je vois, je sais pas si Pauline veut répondre, j'ai aussi un avis sur la question. Bah justement, vas-y d'abord, parce que du coup Pauline t'y invite, vas-y. Eh bien, je pense que ça peut être une base, mais il est très très difficile de se fier sur des vidéos tant qu'on n'a pas soi-même vécu la situation, qu'on ne connaît pas le pays complètement, que ce soit la culture, la langue. Je dirais de faire très attention quand ça vient d'influenceurs ou de youtubeurs, sans aucune animosité évidemment. Les gens essayent de donner une base, mais c'est vraiment compliqué de pouvoir donner des informations. C'est une culture, c'est un pays, on ne peut pas résumer ça en 5 minutes de vidéo. Donc c'est bien pour s'informer. Parfois, il y a quand même des choses qui semblent évidentes, même qui peuvent être attribuées en France. On appelle ça la politesse, le savoir-vivre, les bonnes manières. Ça semble de la logique pure, donc oui, il faut faire ainsi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, c'est des petits détails tout bêtes. Je dirais que ce qu'il y a de plus facile à suivre, c'est peut-être les indications sur comment se comporter dans les temples ou les sanctuaires. Oui. En général, ça, c'est toujours la même chose. Les informations sont justes parce que ça, dans un cadre religieux, donc, et c'est important de savoir comment se comporter quand on rentre dans ce genre d'endroit. Donc ça, je dirais qu'à la limite, on peut y suivre plutôt les yeux fermés, quand même en revérifiant derrière. Il faut toujours vérifier, en fait. Ouais. Dès qu'on voit une information, faites vos recherches, regardez, voyez ce que les gens écrivent, quels commentaires ils écrivent. Si vous voyez que c'est toujours la même chose, c'est que c'est quelque chose qui se pratique. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'avis qui diffèrent, c'est que peut-être que l'information est erronée. Et c'est vraiment compliqué. Avec Internet, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Le meilleur moyen, c'est d'y aller, de pratiquer soi-même. Et je dirais, le meilleur moyen, c'est une fois que vous êtes sur le pays, vous observez comment font les autres. Et encore une fois, comme disait Pauline, vous faites du mimétisme. Exactement. À ton tour, Pauline, effectivement. Moi, je te rejoins, Amélie. Notamment, un point aussi très important, ce que tu as dit, c'est il faut toujours penser aux sources. Ça, moi aussi, c'était important pour mes articles, mais c'est de quoi on parle en fait. Et c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui circulent. Il faut aussi, comme tu disais, faire attention à quand on veut trop simplifier les choses aussi, parce que les choses sont pas simples. Il y a toujours le filtre du youtubeur ou de la personne qui parle, son filtre personnel, comment elle a perçu les choses. Est-ce que c'est objectif? Non. Il y a forcément un voile de subjectivité dans tout ça. Donc, malheureusement et heureusement, c'est une fenêtre vers une autre culture. Donc, ça, c'est peut-être une bonne chose. Mais il faut faire très attention. La réalité est toujours plus complexe. Les stéréotypes, les gens ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, quand on les renforce dans un stéréotype sur le Japon, ça, c'est aussi quelque chose qui fait le buzz. Et ça, certaines personnes, malheureusement, l'ont bien compris. Et je vous donne, par exemple, sur Toba, un stéréotype classique. Souvent un malentendu, parce que les gens viennent, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, qui dit pas beaucoup de temps, quand on reste au Japon 2 semaines, on ne peut pas se proclamer expert du Japon. Alors, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais même moi, après 4 ans à Toba, je continue d'apprendre sur la culture des plongeuses à mât. Donc, c'est une culture très ancienne qui a plus de 2000 ans. Et c'est principalement donc, des femmes qui plongent pour récupérer des algues, des mollusques, des crustacés. C'est ce que j'expliquais au tout début. Mais pas que, tu nous expliques. Mais pas que. Ouais. Et en fait, moi, j'aime bien quand je vois des articles. Alors déjà, je vois, Toba, ces femmes qui pêchent des perles. Eh bien non. Eh bien, donc c'est deux sujets qui sont indépendants l'un de l'autre, puisqu'on a l'huître riperlière, si j'ose dire, qui a été inventée à Toba. Là-bas.
Mais on a les plongeuses, mais voilà. elles plongent pas des huîtres. Enfin, Elles plongent pas pour récupérer des perles. Voilà. Alors, en fait, c'est juste pour expliquer qu'effectivement, moi, j'aime bien dire non. Alors, déjà, petite précision, elles ne pêchent pas des perles parce que la probabilité de trouver une perle dans une huître est tellement faible qu'elles ont vite fait le calcul. Donc, non, elles vont pêcher c'est un moyen de subsistance. Donc, elles vont vendre à la coopérative de pêche. Donc, elles vont pas vendre des perles, elles vont vendre des algues, etc. Des ormeaux. Les ormeaux, ça coûte cher. Et tout ça, c'est très encadré. La confusion avec les perles, c'est parce que quand la personne qui a découvert la perliculture à Toba, il avait besoin de la main-d'œuvre locale. Et la main-d'œuvre locale, c'était les plongeuses amas. Et il a eu besoin d'elles pour protéger ses expériences, en fait. Quand il y avait des typhons, etc., il bougeait ses huîtres perlière, effectivement. Donc, il y a un lien avec les plongeuses amas, mais c'est pas celui qu'on pense. Deuxième chose, les plongeuses amas, ce n'est pas que des femmes, il y a également des hommes. Et à Toba, c'est 30%. Donc quand même. Et donc quand voilà les étrangers parlent seulement les femmes qui plongent, je peux vous dire que les hommes ils rigolent bien. Les plongeurs à amas ils se disent oui ouais voilà, ils se sont un peu plantés sur la question. Et troisième chose, on a cette image de jeunes femmes voilà en tenue blanche parce que c'est la tenue un peu folklorique. Et l'image de des plongeuses amas aujourd'hui, c'est votre grand-mère en combinaison néoprène. Hein. C'est ça la vérité. Non mais c'est vrai. Tout à fait. Voilà, donc et pourtant, je suis sûre que j'apprendrai encore beaucoup de choses. Ça fait partie. Non, mais comme pour Lyon, on a beau avoir grandi, par exemple, à Lyon, on apprend encore des choses sur la ville. Donc, ça fait partie des choses qui t'ont inspiré pour coécrire ce livre, Décoder le Japon. Alors, du coup. Tout à fait, c'était sauf que bon là j'ai plutôt parlé effectivement du volet tourisme parce que c'était mon travail, mais par rapport au livre, moi c'est vrai que j'ai plutôt une base en sciences politiques et en sociologie, et ce qui m'intéressait c'était ce côté, j'étais la seule étrangère dans une mairie et c'était comprendre en fait quels sont les process au niveau du travail, l'environnement de travail, et quand on s'intéresse un peu à l'interculturalité, en fait assez facilement dès qu'on ressent une petite frustration, on se dit je comprends pas, pour moi c'est pas du tout logique, pourquoi on fait pas comme ça, et en fait c'est se dire mais pour eux c'est très logique en fait, donc essaye de comprendre pourquoi justement c'est comme ça. Et voilà, et ça donne une super base, tout devient intéressant, et en creusant, en trouvant des sources, etc., et ça permettait de développer beaucoup plus des sujets, et voilà, les articles étaient tout trouvés. Voilà, mais moi mes articles sont plus des articles basés sur le terrain et mon expérience de terrain dans cette mairie de Toba. Et les articles de Lisa, c'est pour ça que je disais qu'on est complémentaires, elle est formatrice en fait, elle donne des formations en tant que consultante interculturelle, et elle aime beaucoup s'attarder sur les mots japonais, qu'est-ce que ça signifie, et des concepts un peu clés dans la manière de faire des affaires avec les Japonais. Donc il y avait cette complémentarité, et moi en fait je lisais ces articles quand j'étais au Japon. Et j'ai dit mais c'est génial ce qu'elle écrit cette fille, on parle jamais de ça mais c'est trop bien. Par exemple Amélie, je sais pas si tu connais SDGs, ça te dit quelque chose ce sigle? Non, pas du tout, encore une fois. Non, t'inquiète pas. C'est en fait, pour te donner une anecdote, moi j'étais arrivée, ça faisait 2 jours dans cette mairie de Toba, et j'ai ma big boss, la chef de la division, qui me dit oui Pauline, viens, on va aller dans une réunion sur les SDGs. Et j'ai le malheur de dire je suis désolée, c'est quoi les SDGs? Quoi, Et là, elle me regarde et me fait « Mais tu sais pas ce que c'est les SDGs ?» Mais je me suis dit « Ouh là là, là, elle est en train de remettre en cause mon recrutement, il y a un truc. » Et en fait, je ne savais pas. Au Japon, SDGs, c'est Sustainable Development Goals. Donc, c'est les objectifs de développement durable. Et en fait, je venais de lui dire que je ne savais pas ce que c'était le développement durable. Voilà, pour faire court. Bref. Non, mais tout à fait. C'est comme la première fois où on m'a dit t'as des SNS, et que c'était un Japonais qui m'a dit ça, enfin un Français qui habite au Japon qui m'a dit ça, des SNS. J'ai vu ça quelque part. Les réseaux sociaux. Oui, j'en ai. Voilà, il y a des termes comme ça, et donc voilà, Lisa avait fait un article sur ces SDGs parce qu'il y a quasiment que les Japonais qui utilisent ce cycle. Ils adorent les SDGs. Ils en font des petits dessins. Il y a 14 objectifs. Ils sont partout au Japon, les SDGs. Et du coup, j'avais lu ça. J'ai fait mais c'est génial. Donc, je likais ces articles. Et en fait, moi, je ne savais pas, mais elle faisait la même chose sur les miens. Et c'est comme ça que vous êtes rencontrés, alors, au Japon, du coup?
Alors non, en France, parce que j'étais de passage en France et je lui ai proposé de nous rencontrer. On s'est vu une fois et au bout de 6 mois, Lisa me recontacte et me dit écoute, est-ce que ça te dirait pas d'écrire un livre ensemble ? Moi, je me sens pas de le faire toute seule, mais je pense qu'à 2, on a vraiment beaucoup de contenu et ça va être long, mais on va y arriver, on peut faire ça ensemble. Et là, j'ai dit ok, banco, allons-y. Let's go. Ok. Et le contact s'est fait de manière tout à fait naturelle. Vous étiez bien trouvés, quoi, du coup. Exactement. Ça fait partie de ces rencontres dans la vie où on n'était pas amis. Mais en fait, il y avait une sorte de dynamique autour du Japon. On avait peut-être la même approche sur le côté, la philosophie de faire découvrir le Japon un peu plus actuel, le monde du travail actuel. Et avec ce côté, on n'en parle pas assez. Donc, à partir de là, et aussi peut-être la philosophie de faire attention à l'autre, à comment on présente, à rester complémentaire. Et donc, il y a eu une super synergie. Et c'est vrai qu'on arrivait quasiment à se voir, elle en France, moi au Japon, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pendant 2 ans quand même. Quand même, pour le coup, voilà. Mais c'est un travail donc de 2 ans alors du coup. Oui, de 2 ans. De 2 ans d'écriture. On rappelle le nom du livre, Décoder le Japon. C'est édité, on n'a pas l'éditeur sous les yeux. Non, alors c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas d'éditeur. Auto-édité, d'accord. Voilà, okay. Et c'est un choix. Et c'est un choix de ta part, de votre part. De notre part, et parce qu'en fait, Lisa a déjà écrit un livre qui s'appelle Dictionnaire insolite du Japon, aux éditions Cosmopole. Et elle a fait un super boulot. Le livre se vend très bien. C'est juste que le moment où on lui a fait la proposition pour ce projet-là, vous le savez, on ne fait pas des livres pour devenir riche. Voilà. Et en tout cas, les droits d'auteur, ça restait peut-être un premier projet. Donc elle s'est dit, là on est sur un sujet tellement niche, on connaît quand même, on sait qu'on va avoir envie de le présenter. Donc, essayons de faire tout nous-mêmes. Donc, même là, la couverture, en fait, on a fait 20 designs différents avant. Et c'est Lisa qui a trouvé cette idée donc, du labyrinthe. C'est un labyrinthe pour représenter un peu ce cheminement qu'on fait en découvrant une culture et donc avec l'interculturalité. Parce que du coup, vous n'avez pas la couverture sous les yeux, voilà. Mais en effet, c'est une couverture du coup, une page blanche, avec du coup en travers le Décoder le Japon, et il y a vraiment un effet de labyrinthe derrière du coup un blanc et rouge du coup, comme le Japon, et du coup en fait cet effet de labyrinthe vraiment guide directement les yeux vers Décoder le Japon. J'aime beaucoup la DA. Tout amène à ça. Exactement. C'est ça, j'aime beaucoup. Eh ben, le temps file. On va devoir juste donner quelques petites news. Elias, est-ce que... pour le sumo. Où en est-on de notre tournoi de sumo qui se déroule en ce moment d'ailleurs, normalement, on a les tout derniers matchs en ce moment d'ailleurs. Normalement, oui. On est sur le dernier aujourd'hui et demain. Et du coup, normalement, on va voir les résultats. J'avais le truc. Non, parce que tu l'avais sous la main. J'avais sous la main. De mémoire, Kirishima qui est normalement... Oui, Kirishima menait effectivement. Qui mène avec une seule défaite actuellement. Et puis du coup, on a un seul Yokozuna sur les 2. Tsukuno Sato est parti au bout de 3 défaites. Et Shoryu, je crois, a déjà 3 défaites. Et Onishiki, en fait, reste à peu près, mais en fait, il a vraiment... comme on en parlait du coup la semaine dernière, le fait d'avoir déjà remporté 2 tournois d'affilée Coupe de l'Empereur, c'est énorme, surtout qu'il vient de passer aux équipes, donc c'est déjà costaud. C'est beaucoup lui demander. C'est beaucoup lui demander. À 21 ans en plus, il est très très jeune. Il faut oublier qu'il a le même âge que moi, donc 21 ans, moi je suis en train d'imaginer avec les tournois de sumo. Voilà. Alors parmi les news aussi, je vais pas forcément aller sur toutes les news, on en a déjà détaillé énormément d'événements la semaine dernière, j'ai fait carrément toute une litanie, que dis-je, de news. Oui, c'est vrai que tu étais inarrêtable. J'étais inarrêtable, effectivement, on avait fait carrément tout un ensemble de news, mais sachez qu'il y a quelques concerts qui s'en viennent, notamment alors il y a des concerts et des expos, notamment à la Philharmonie de Paris, on en a beaucoup entendu parler cette semaine, une expo sur les
musique de jeux vidéo. Sous-titrez la musique dont vous êtes le héros. Ça se passe à la Philharmonie de Paris, musée de la musique. Ça commence le 2 avril et ça se termine, vous avez un peu le temps, le 1er novembre prochain. Et puis la semaine dernière, on avait parlé de la release party du nouveau single du groupe de rock Adore, groupe de rock pour le coup métis qui chante en français, en japonais, en anglais. Sun on Clouds, avec en première partie Soleil C'est Me et des copains After Five. Pour de la city pop, effectivement. Donc 3 groupes à l'affiche. Ça se passe donc samedi prochain, le 28 mars. Et avant ça, une date qu'on avait oublié de donner. Alors ça se passe à Monaco, ça se passe aujourd'hui. On a la journée du Japon à Monaco, mais là ça se fait carrément au-dessus de vous et nous, puisque c'est organisé carrément entre pays. Il y a carrément des visites, j'allais même plus dire ministérielles, mais carrément de chefs d'État, puisqu'on a, je crois, un membre de la famille impériale qui vient voir son Altesse Sérénissime, le grand patron. Bref, vous avez des visites de très très haut niveau, mais surtout pour les gens qui sont notamment sur la Côte d'Azur, profitez-en, puisqu'il y a des expos et des expositions d'artisanat, des ateliers en veux-tu, en voilà. Ça se passe aujourd'hui de 10h jusqu'à 17h pour les 20 ans d'amitié entre les deux pays. Oui, Monaco est un pays, on oublie des fois. Non, mais oui, mais surtout c'est organisé par un copain, donc c'est l'occasion aussi d'en parler. Bonjour à lui. Et ben voilà. Est-ce qu'on serait pas mal au niveau de nos news? On est pas mal au niveau de nos news. Amélie, est-ce que tu as quelques news aussi, des petites nouveautés, des choses que tu aimerais aussi nous faire partager? Malheureusement, rien du tout pour l'instant. Rien du tout pour l'instant, ok, ça marche. Non, il y a juste... on aura bientôt un festival qui s'appelle Sévrier BD, mais c'est plus sur la BD et pas sur le manga, donc je suis pas trop sûre que ce soit intéressant. Sévrier, donc à côté d'Annecy, évidemment. C'est ça. Le 27, du vendredi 27 au dimanche 29 mars. Ok. Mais parmi les invités, il y a quand même des gens qui ont fait des types un peu BD, dont Barbara Canepa, qui est celle qui a dessiné à l'époque Witch, qui était quand même le premier mélange entre la bande dessinée et les mangas. Oui. Elle est parue en Europe. Ok, voilà pour nos petites news. J'aurais peut-être une dernière question du coup pour Pauline. Du coup, ça c'est votre premier livre que vous avez du coup écrit, donc Décoder le Japon. Est-ce que là du coup comme vous êtes revenu en France, est-ce que l'envie de réécrire un livre pour peut-être pouvoir pousser l'analyse plus loin ou peut-être à faire le sens inverse et expliquer du coup aux Français concrètement l'aspect du Japon mais le vrai Japon concret, est-ce que ce serait une opportunité, une idée qui pourrait fleurir dans les années à venir ou pas? Alors c'est très drôle que vous me posez la question parce que donc on m'a posé la même il y a 2 jours. J'avais un petit événement convivial avec les gens que je connaissais à Lyon pour aussi un peu parler du livre. Et moi, depuis que le livre est lancé, ça m'a donné très envie de continuer à écrire. Alors je pense que je resterai quand même sur la thématique en fait de la culture du travail japonaise parce que moi j'ai envie de continuer à dire que voilà, travailler avec les Japonais c'est possible et c'est très enrichissant. Mais le volet que j'aimerais montrer, c'est le volet maintenant entrepreneuriat. C'est-à-dire que maintenant moi je suis à mon compte et quand on est à son compte et qu'on travaille avec des Japonais, eh bien c'est encore un autre monde. Donc peut-être plutôt que généraliser sur le Japon, ça risque d'être un peu plus, encore plus anecdotique peut-être, mais avec ce volet, passer la barrière maintenant. Entrepreneur travaillant avec des Japonais ou pour se faire connaître par des Japonais. Voilà, c'est ce volet-là que j'aimerais faire. Et j'ai plein d'idées. Et si vous veniez du coup à vouloir le publier et tout, est-ce que vous le feriez aussi en collaboration avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous essayeriez peut-être de mener votre barque solo pour celui-ci? Je me suis vraiment pas posé la question. Je suis trop loin dans le process. Trop loin. Non, mais après, en fait, pour le moment, surtout dans les projets de livres, ça prend du temps. Et il faut rester hyper ouvert. Même pour ce livre-là, on teste en fait l'auto-édition et on ne sait même pas si dans le futur, pourquoi pas à un moment donné passer par une maison d'édition. Tout reste ouvert. Voilà, je pense qu'il faut rester ouvert, mais surtout il faut garder cette envie d'écrire. C'est ça que je ne veux pas perdre. C'est beau. On va rappeler, c'est le moment où on va se quitter parce que malheureusement c'est un peu tout le temps qu'on a, mais on va rappeler le nom du livre qui est Décoder le Japon, qui est dispo en fait sur la plupart des sites, qui est dispo en librairie également, qui est... Tout à fait, il est en fait...
paye un service donc d'impression à la demande qui s'appelle Book on Demand et ça nous permet d'être visible dans toutes les librairies. C'est juste ça prend un peu de temps pour la commande, mais sinon on a également un site internet décoderlejapon.com et là c'est moi qui m'occupe des envois. Donc j'ai plus de latitude pour vous l'envoyer rapidement si vous voulez. Donc décoderlejapon.com et puis aussi polywen.com, alors du coup qui était c'était le blog que j'avais quand j'étais à Toba et toujours en ligne. Je garde tous les articles dessus. Donc on a ta vie à Toba, la manière dont tu nous présentes la vie à Toba, en tout cas ton parcours à Toba avec les articles de blog, avec tout à fait. J'ai gardé effectivement le blog. Oui. Donc voilà, décoderlejapon.com, polywen.com et puis on va se quitter avec justement une artiste qui vient de la préfecture de Mie. On en a beaucoup, hein. On avait Naoto, alors par exemple Naoto Inti Raimi, alors j'ai failli le passer mais j'ai une meilleure idée que ça. Naoto Inti Raimi, malheureusement pour lui, heureusement c'est lui qui a chanté l'hymne japonais lors du match de baseball de la classique mondiale, donc de la Coupe du Monde de baseball, que les Japonais ont perdu en quart de finale face au Venezuela, puisque tout le monde parlait de Otani a priori ces derniers temps, et donc malheureusement ça s'est terminé en quart de finale, juste après l'émission samedi dernier. C'est lui qui l'a interprété, mais qu'on a passé aussi à l'antenne, et qui a d'ailleurs sa propre mélodie de gare. Vous imaginez donc la petite mélodie pour le départ des trains. Vous avez une petite mélodie en mode midi de Naoto Inti Raimi, qui est de la préfecture de Mie. Mais il y en a une qui est beaucoup plus célèbre. C'est Kana Nishino. Kana Nishino aussi est de la préfecture de Mie. Et ça tombe bien parce qu'elle a de l'actu. Elle a sorti un nouvel album il y a 2 semaines. Album ou compile, je ne sais pas tout à fait. Ça s'appelle Spring Song Selection. Mais avec une chanson qui a priori est toute nouvelle, qui s'appelle Kimi no Se. Et donc on vous propose de découvrir cette chanson-là. Et c'est avec ça qu'on se quitte. Merci beaucoup Pauline. Merci sincèrement. Merci Amélie. Merci. J'aurais eu plein d'autres questions à lui poser, mais je voulais lui laisser du temps de parole. On a une sacrée discussion. Ça peut continuer. Et ça peut continuer. Franchement, oui, ça peut continuer. Et on n'a pas fini. On a à peine gratté la surface du sujet. Que ce soit l'interculturalité, que ce soit le Japon hors grande ville, on a énormément de choses à se dire et on espère que tu reviendras pour en parler avec nous sur Muteki. Avec plaisir. Merci à toi. Écoute, on se quitte avec donc cette chanson de Kana Nishino, Kimi no Sei. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Vive le son japonais. Ja matane. Et ja matane. Ciao à tous. Matane. I try to speak, but you say nothing. なんで黙ってたらわかんないコメント Right now そんな気分じゃないじゃあいつ話すの You say you'll change もう何回目よ連絡してよね前も言いたよね私のこと本当に好きなの本当に好きだよじゃあなんでね君のせいね私のせい気まずい時計の針部屋の空気ね誰のせい It's always the same Ain't nobody to blame 静かすぎるこの夜のせいパリパリココパ夜のせいパリパリココCalm down そんなヒステリックになんてなん私だって怒りたくないのに Because of you You keep saying sorry 聞き飽きたわごめんで済んだら警察いらんから私のこと本当に大事なのだからごめんってもういいよね君のせいね私のせい